Petit rappel, le temps qu'on s'installe techniquement, on va faire un petit test de micro. Donc petit rappel juste avant que vous commenciez, vous pouvez interagir tout au long de l'intervention en envoyant au numéro magique donné tout à l'heure toutes vos questions et vos commentaires, et donc je les lirai et les ferai apparaître sur l'écran à l'issue de cette première intervention. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je laisse le temps à Pascal Jacob de me rejoindre. Quel démarrage incroyable! J'avoue que je ne sais même plus de quoi je dois vous parler. Et salut. Pascal et moi, on ne s'est pas vu depuis longtemps, donc on est content de se retrouver. Alors, on avait prévu... Pascal, est-ce que je te laisse introduire? Oui. C'est une fille de micro. Si mon robot le permet. C'est super. C'est génial. Et ça marche. Bonjour. Je m'appelle Pascal. Je suis un vieux copain de Noémie. Et aujourd'hui, on avait un certain nombre de choses. D'abord, je vous présente toutes mes excuses pour mon retard. Mais ça fait 2 heures que j'essaie d'arriver. C'est comme ça. C'est la vie. On a envie de vous parler de 3 choses importantes. La première, c'est la valorisation des personnes vivant avec un handicap. Et on va essayer de décliner ça d'une manière très positive. La deuxième, il ne peut rien se faire pour les personnes vivant avec un handicap sans les personnes vivant avec un handicap. Et puis la troisième, qui nous apparaît comme étant un droit indispensable et incontournable, c'est l'inconditionnalité de l'accompagnement. Je vais démarrer sur la première. Ensuite, je laisserai Noémie attaquer ce que je dis. Et puis, on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, institutionnellement, on a trop l'habitude de définir une personne vivant avec un handicap. Ah si, il faut peut-être expliquer pourquoi on a changé de langage. Vous avez pu remarquer que je n'arrive pas à dire les handicapés. Bullshit. On est le seul pays qui désigne avec le handicap une personne. C'est pas bon. La deuxième chose, c'est que j'aime pas dire personne en situation de handicap parce que j'ai pas encore compris ce que ça voulait dire. Et puis la troisième, c'est que je trouve que personne vivant avec un handicap, chers amis, c'est nettement plus valorisant. Et il y a le mot vivant entre personne et handicap. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'indispensable. Et puis on en a fait notre credo tous les deux. Alors, la personne définie par les institutions est toujours définie qu'à travers ses incapacités. C'est dommage. Et quand c'est défini à travers les incapacités, alors je vais vous proposer une chose, d'essayer la prochaine fois que vous allez changer d'entreprise, de faire votre curriculum vitae en disant tout ce que vous ne savez pas faire. Moi, je pense que vous aurez beaucoup de mal à vous faire embaucher. C'est complètement idiot, hein. On s'est un tout petit peu trompé dans la loi de 2005. Donc, il nous apparaît aujourd'hui
de dire deux choses. La première, c'est il y a des capacités, aussi petites soient-elles, qui construisent la dignité des personnes et qu'il faut reconnaître dans une personne vivant avec un handicap d'abord des capacités, aussi petites soient-elles, qui sont les constructions de son autonomie et de sa dignité, mais aussi faire que cette personne construise avec ses capacités reconnue une autonomie. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Et cette autonomie, aussi petite soit-elle, c'est d'être capable de décider pour soi. Et décider pour soi, c'est être libre. Car c'est celui qui décide qui est libre, c'est pas celui qui décide à votre place. Et pour moi, ça c'est fondamental. Donc il faut trouver un souffle ensemble pour qu'on inverse cette tendance de définir. Pourquoi? Parce que d'abord, vous êtes des extraordinaires experts de votre handicap et cette expertise absolument fabuleuse, toute la société en a besoin parce qu'elle nous rend plus créatives, plus réactives, plus innovantes. Aujourd'hui, la personne vivant avec un handicap est un expert, mais c'est aussi une expérience de vivre avec. Je te laisse la parole, on attaquera la parole après. À toi sur la valorisation. Toujours un exercice de reprendre la parole après Pascal Jacob qui est fascinant, n'est-ce pas? Je vous remercie pour cette invitation, parce que j'ai conscience d'être ici avec vous, des personnes qui avaient une idée de ce qu'est une personne capable. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vu, j'ai rencontré les équipes, j'ai, avec Mélina et François, pu approcher réellement ce qu'était le GAPAS. Et c'était assez dingue, en fait, de réaliser que, en fait, les professionnels considéraient juste qu'ils accompagnaient des personnes. Aujourd'hui, on catégorise beaucoup, y compris dans le handicap. Et plus on catégorise, plus on éteint les personnes. Alors, on entend des guéguerres entre le polyhandicap, et puis la maladie génétique, et puis l'autisme, et puis la trisomie, enfin je ne vais pas faire la liste, elle est indéfinissable, mais en fait, moi je crois juste que le handicap, c'est un arbre. C'est-à-dire, il y a un tronc commun. Vous voyez, c'est le handicap. Oui, ok, on a tous, certainement un jour, affaire au handicap. Et puis, il y a des racines. C'est-à-dire, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que c'est une maladie? Et puis ensuite, bien sûr, les branches. Et là encore, il y a tout un tas de branches magnifiques, avec tout un tas de possibles, mais qui demandent, oui, des spécificités, des adaptations, et qui sont propres à chaque personne. Voilà, pour moi, le handicap, ça se résumerait comme ça. Et je trouve qu'un arbre, c'est quand même quelque chose de plus sympa que ces grilles qu'on doit remplir, qui nous posent des questions insensées auxquelles on ne sait pas répondre. Je crois profondément que plus les personnes qui vivent avec handicap seront informées qu'elles sont capables, et plus elles participeront à cette société. Aujourd'hui, on arrive beaucoup à créer des débats publics, des débats citoyens. Et encore faut-il savoir qu'on est citoyen dans ce monde. Et encore faut-il savoir qu'on a la possibilité d'agir en apportant notre parole de personnes vivant avec handicap et donc ayant développé une expertise. Et on peut l'apporter de diverses façons à diverses personnes, entre personnes qui vivent avec handicap, mais
bien plus largement que ça, aussi envers des professionnels, envers des parents. En fait, voilà, chacun à un moment donné doit prendre sa place. Et pour prendre sa place, je pense que c'est important d'être valorisé dans ce qu'on sait faire et pourquoi pas d'être formé. Il y a aujourd'hui des écoles à l'autonomie et est-ce que c'est pas utile de peut-être travailler avec eux, travailler tous ensemble pour apprendre en fait la réalité d'un quotidien parce que, eh bien oui, prendre les transports en commun ou arriver ici, c'est un vrai parcours, rien que ça. Il faut savoir que monter dans un métro, c'est un tout petit peu la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit vous rentrez, soit vous ne rentrez pas. Et si pour rentrer, il faut écraser un pied, eh bien à un moment donné, la question ne se pose plus. Parce que les gens, de toute façon, vous laissent pas rentrer. Mais vous voyez, tout ça, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Donc, voilà, moi je pense que valoriser les personnes, les former et les informer, qu'ils ont des droits, qu'ils ont des capacités, que sans eux, on ne peut rien faire, parce que c'est la réalité. On peut essayer, mais les personnes ont une expertise, et il est temps aujourd'hui, et le GAPAS le sait bien, de faire avec, de compter sur elles pour construire la société de demain. Et puis, pour qu'elles puissent avoir cette liberté d'agir, eh bien, il ne faut pas oublier l'accompagnement, parce que c'est, je crois, On y viendra après. Une des pistes. Je voudrais simplement dire que la valorisation de la personne vivant avec un handicap, c'est le premier préalable à une société inclusive. Sans cette valorisation, on aura énormément à faire une société inclusive. Le regard, le fait d'être ensemble, le fait de participer. Ça nous amène à un deuxième sujet qui s'appelle la parole. Comment agir pour les personnes vivant avec un handicap aujourd'hui? Eh bien, il n'y a qu'une seule manière, c'est de travailler avec eux, c'est de leur donner la parole. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait quand on a créé l'accès aux soins avec Handifaction. C'est leur parole qui nous permet d'évoluer. Cette parole, vous vous rappelez de Nous aussi, qui disait « rien sans nous ». C'est indispensable cette parole. Parce que c'est la reconnaissance de fond de leur expertise et, je dirais, de leur expérience. Et c'est cette expérience et leur parole qui va nous faire progresser. Elle est en train de nous faire progresser dans l'accès aux soins et elle va nous faire progresser dans la politique demain grâce à ce qu'a réussi Sophie Cluzel quand elle a réussi à ce que tout le monde ait un droit de vote. Et j'espère que vous n'avez pas oublié, et c'est bientôt la fin et la clôture des inscriptions aux listes électorales pour pouvoir voter au municipal. Je rappelle ce tout petit truc, parce que de temps en temps on se dit « Oh bah oui, on a le droit de vote, mais si on n'est pas inscrit, c'est pas bon ». Alors il faut qu'on y pense. Et l'accompagnement dont tu as commencé à parler fait partie de cette aide fondamentale qui doit être prise. Donc la parole pour les personnes vivant avec un handicap, elle ne doit pas avoir de filtre. Je te laisse la parole. Tu pourrais parler de ton expérience personnelle. C'est vrai, je pourrais. Ok, très bien. Tu veux parler de l'Institut Bleu? Non, tu veux... Exactement, non, je le taquine en même temps que je l'ai pas vu. La parole, et notamment, je ne vais pas catégoriser moi-même puisque je suis contre ça, mais il y a pas mal de domaines dans lesquels aujourd'hui la parole des personnes qui vivent avec handicap est complètement niée. Mais parce qu'au fond, la personne elle-même n'existe pas en tant qu'être humain capable d'apporter une expérience, une expertise. Et donc les professionnels ne s'en emparent pas.
Je pourrais vous parler du domaine médical, par exemple, où des erreurs graves sont faites. Et voilà, je suis un exemple parfait. Puisque je crois qu'aussi, à un moment donné, trop d'expertise vient mettre en doute la compétence du professionnel de santé. Et alors, moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on travaille ensemble? Parce qu'à aucun moment, je n'ai fait d'études de santé. Je ne sais pas diagnostiquer une maladie d'Alzheimer ou un appendicite. Par contre, je sais très bien comment fonctionne mon corps et toutes les difficultés que ça peut engendrer. Le médecin, lui, va juste entendre que je le remets en question et que je viens interroger ses compétences. C'est pas le cas. Je suis juste en train de prévenir que l'opération, par exemple, peut être difficile. Il n'écoute pas. Il n'écoute rien. Et puis ensuite, les complications arrivent. Et alors, il dira, enfin, je dirai, vous voyez, je vous l'avais dit. Et lui, il me regardera comme jamais on m'a regardé, avec ce regard, vous savez, un peu déçu, un peu perdu, un peu face à un cas. Parce qu'en fait, c'est de ma faute, je suis un cas. Lui, il n'a jamais vu ça. Donc, la parole des personnes aujourd'hui, elle est fondamentale. Et tant qu'on ne considérera pas que les êtres qu'on a en face de nous sont des personnes, peu importe. Peu importe. Et quand on parle d'handicap, on parle de tout le monde, de toutes les minorités. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Agir pour les personnes qui vivent avec handicap, c'est agir pour la société. Mais comme agir pour des personnes migrantes, c'est agir pour la société. Parce qu'à un moment donné, on a tous les mêmes besoins fondamentaux et on devrait tous avoir les mêmes droits. Voilà. La parole, elle doit être entendue. Et je pense qu'à un moment donné, il va aussi falloir qu'on s'interroge sur cette question du lien à l'autre. Parce que aimer les gens, c'est pas grave. Aimer les gens, ça ne doit pas faire peur. Et si à un moment donné, on a un vrai suivi long avec son patient, ben oui, on va créer un lien. Et tant mieux. Et puis peut-être qu'un jour, ce patient, il décédera. Parce que c'est la vie. Et c'est terrible. Et oui, ce sera triste. Mais en fait, vivre, c'est mourir. Donc, tout va bien. Il faut juste accepter de le vivre. Voilà tout. Et pourquoi pas, moi je poserais juste cette question pour finir. Pourquoi pas accepter d'interroger ce lien et comment on le vit au mieux, plutôt que dans ces formations se dire attention au lien, attention à ne pas dépasser la ligne, la limite. C'est pas grave de dépasser, juste comment on gère. Laissez-moi vous raconter une toute petite histoire. Je suis un papa de 3 enfants et j'ai eu 2 garçons, Romain et Clément. Et Romain, un jour, nous le ramenions. Romain est infirme moteur cérébral, épileptique et ne parlait pas. Et un jour, je ramène Romain le dimanche soir avec Daphné, son aide de vie, dans le centre que nous avions créé avec la famille. Et Romain on était dans la pièce 4, il y avait Gloria qui était l'aide-soignante qui nous accueillait, Daphné, Romain et moi. Et on passait Romain de la coquille de son fauteuil à la coquille de son lit. Et puis je ne sais pas pourquoi je dis dans la pièce, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma valise? Et j'entends une voix d'homme derrière moi qui me dit, ben quoi, elle est là ta valise, papa. C'était la première fois où j'entendais la voix de Romain. C'était la première fois que Daphné et Gloria aussi. Alors elle
j'étais dans un état, oh petit temps. Je ne vous parle pas de ma stupeur à moi. Moi, j'ai toujours essayé de protéger Romain. Je l'ai même surmédicalisé parce qu'il a fait des stages dans tous les hôpitaux qui existent. Mais je me suis rendu compte qu'il était extraordinairement autonome par cette phrase. Il avait le vocabulaire, il avait l'actualité, il avait la réaction, il voyait bien ce que j'ai dit, il comprenait tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de l'avenir de mes enfants? Comment je me suis comporté? Et de ce jour, tout a changé pour eux. Pour eux, pour tous les 48 copains qui sont dans cet établissement. Parce qu'on a compris que notre rôle d'accompagnement était d'être extrêmement vigilant, de comprendre l'autonomie, aussi petite soit-elle, d'une personne. Et là, on a compris que le mot de l'accompagnement devenait quelque chose d'indispensable. Et cet accompagnement, c'est pas simplement garder quelqu'un, le protéger, le surprotéger, le surmédicaliser, c'est d'abord lui donner un accès à la vraie vie. Et cet accès à la vraie vie est une chance, non seulement pour la personne, mais pour toute la société. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire et vous demander à chacun, vous professionnels, vous parents, vous personnes vivant avec un handicap, soyez des chercheurs d'autonomie, soyez des déclencheurs d'autonomie, soyez vous-même demain les accompagnants qui vont révéler toutes les capacités. Cet accompagnement, il doit être inconditionnel. Il doit être accessible. Il doit être un droit commun. Cet accompagnement, on le comprend mieux quand on se dit, quand on a des enfants à la maison, on les éduque, c'est vrai. Et quand ils partent de la maison, on les accompagne. Et là, on a un rôle où on n'est plus décideur à la place et on est acteur qui va permettre et facilitateur. Eh bien, quand on a un enfant qui vit avec un handicap dans une famille, il faut dès le début non seulement l'éduquer, parce qu'il a droit, comme tout le monde, à une éducation, parce qu'il faut le responsabiliser, parce qu'il doit être acteur de sa vie et de la vie de la famille, mais il faut l'accompagner avant. Et quand il partira de la maison, il sera aussi accompagné. Alors aujourd'hui, l'accompagnement, pour beaucoup de personnes, c'est un tout petit peu d'être à côté de la personne et de temps en temps faire à sa place. Moi, je vous dis très sincèrement que depuis que j'ai vu Romain, ce soir-là, j'ai voulu corriger toutes les erreurs que j'ai faites en tant que parent. Et j'ai cherché, à chaque fois qu'il était possible, de laisser complètement Romain décider et d'assumer sa décision. Aujourd'hui, avec Clément, qui est infirme moteur cérébral et autiste, on a gagné des parties parce que j'ai fait la même chose qu'avec Romain. Et puis, à chaque fois que Romain décide, il gagne.
À chaque fois que je décide à sa place, je l'éteins. À chaque fois que Clément choisit un film, il le regarde. À chaque fois qu'on lui en impose un, il ne le regarde pas. Je crois que c'est dans le quotidien et dans la vie qu'il faut comprendre ce que c'est que l'accompagnement. Mais l'accompagnement, c'est un accès à quelque chose de fondamental. C'est ce qui va nous permettre d'être tous ensemble dans la vraie vie. Parce que sans accompagnement, Romain, Clément, et beaucoup d'autres, et Noémie, je vais te laisser dire ce que c'est. Je vais renverser la situation, puisque on a un papa qui nous parle, et je vais prendre mon rôle d'enfant et vous parler de mes parents. Parce que il n'y a pas très longtemps, on a été face à une situation où, médicalement, je ne pouvais pas être seule chez moi. Alors, la solution, c'était un hôpital où je suis maltraitée, ou bien le domicile de mes parents, et eux assurent l'accompagnement. Évidemment, le choix est assez simple, puisque accepter d'être maltraitée pendant 2 mois, c'est difficile. Donc, mes parents ont pris la décision de me prendre chez eux. Eux qui ont élevé 4 enfants, eux qui ont vu partir 4 enfants, et qui ont une vie aujourd'hui à 2, qui travaillent, et qui d'un coup se retrouvent avec leur fille aînée, de 30 ans passés, qu'il faut gérer le quotidien, qui est très malade, parce que l'accompagnement ne permet pas l'évolution, l'adaptabilité d'une vie. Parce qu'évidemment, comme vous tous, il m'arrive d'être malade, il m'arrive d'être en arrêt maladie, il m'arrive de ne pas pouvoir aller travailler. Et alors là, c'est d'un accompagnement H24 dont j'ai besoin. Mais ce n'est pas mon plan PCH. Je pense que ça parle à tout le monde. La compensation au handicap, bizarrement, on ne la trouve pas. Alors c'est les parents qui prennent le relais. Et puis, petit à petit, sans qu'eux, bien sûr, s'en rendent compte, moi je me suis éteinte. Et j'ai arrêté de prendre ma place, j'ai arrêté de prendre de la place tout court. Alors, bien sûr, je ne vais pas aujourd'hui critiquer quoi que ce soit. J'ai de la chance d'avoir des parents, j'ai de la chance d'avoir une maison où tout a été pensé pour moi. De la chance d'avoir des parents qui ont un travail qui leur permettent de m'accompagner dans mes difficultés. Mais moi, en tant qu'adulte, en tant que femme, il a fallu que je me restreigne et que j'existe en tant qu'enfant. Parce que bien sûr, pour n'importe qui ici, je pense que aller passer une semaine de vacances chez papa, maman, c'est sympa. Et rester 15 jours, ça devient un petit peu compliqué. Mais bien sûr, on adore ses parents. Et bien sûr que j'adore mes parents et que j'ai une conscience extrême de la chance que j'ai de les avoir. Et ô combien je les remercie de pouvoir toujours assurer. Mais en rentrant chez moi et en reprenant ma place, cette place que j'ai aujourd'hui, je me dis et demain je fais quoi? Et demain mes parents, ils font quoi? C'est-à-dire qu'à 75 ans, il faudra encore qu'ils m'assument. Et à 85, il faudra encore qu'ils m'assument. Mes parents aujourd'hui peuvent passer 15 jours hospitalisés, puisque je passe 15 jours hospitalisés. Alors, elle est où la solution? Voilà, moi je tenais aussi à apporter cet autre versant de l'accompagnement et comment à un moment donné, une adulte, une femme, une professionnelle, peut devenir une simple enfant et se mettre entre parenthèses parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Puisqu'on ne peut pas moduler comme on veut le PCH, à moins bien sûr de pouvoir prévoir dans les 6 mois à venir qu'on sera gravement malade. Et puis, je voudrais aussi vous parler de ce que Pascal fait, mais qui ne le dira pas. Parce que l'accompagnement et la valorisation, c'est aussi voir l'autre et ses capacités, et donc
pousser vers un milieu peut-être professionnel. En tout cas, c'est ce que Pascal Jacob a fait avec moi. Il a pris le pari que, ayant de l'expérience, ayant une expertise d'usage, je pouvais apporter à des professionnels de santé, un peu peut-être éloignés du terrain, mais avec l'envie de s'en approcher, de le comprendre, de le partager, que voilà, une institution pouvait travailler avec une personne comme moi. Et on a fait le pari fou, un peu quand même, de créer un poste dans une agence régionale de santé. Et aujourd'hui, une personne handicapée, une personne vivant avec un handicap, donc pour le coup c'est moi, mais il y en a plusieurs maintenant, il y a eu 3 ou 4, il me semble, personnes qu'on appelle nous des autonomiseurs, travaillons et étant embauchés sur la base de notre expertise d'usage. Et on accompagne des professionnels de santé, des cadres, des médecins, des infirmiers, à réfléchir et à penser le système de santé, l'habitat inclusif, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. On participe à ces réflexions et je vous assure, moi j'ai réalisé un truc assez dingue. En fait, le simple fait que je vienne tous les jours, que je sois là, présente toutes les semaines, au quotidien, ça change les choses. Juste ça. Alors c'est pas lié à moi, Noël Nolo, hein. Je pense que tous les autonomiseurs qu'on met en place aujourd'hui, le simple fait qu'au quotidien ils soient là, ça change le regard, ça change la perception. Et bizarrement, ça donne envie à ces professionnels de prendre les choses en main et de travailler dur pour améliorer la vie des personnes. Alors voilà, l'accompagnement c'est tout ça. Et Pascal Jacob, il fait tout ça. Moi, je voudrais dire une chose qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les autonomiseurs que nous avons dans les ARS, ces autonomiseurs accompagnent le reste des équipes. Et c'est l'inverse qui s'est passé maintenant. C'est eux qui accompagnent les professionnels des ARS qui n'y connaissaient pas grand-chose dans le domaine du handicap. Et je peux vous dire qu'avec les directeurs généraux d'ARS aujourd'hui, tous les ARS qui ont embauché un autonomiseur au plus haut niveau, qui tous les jours, eh bien, dans ces régions où ils sont là, eh bien, on est en train de gagner des parts. Mettez encore énormément de boulot sur les Pays de Loire. On ne va pas te laisser la gloriole comme ça. Et je voudrais conclure, si vous me donnez une petite minute encore. D'abord, je voudrais vous dire merci à chacun, à vous, de nous avoir donné l'occasion de vous dire ce qu'on a sur le cœur. Et nous avons plus que jamais besoin de vous. On a besoin de vous pour énormément de chantiers que nous avons mis en route dans notre association qui s'appelle Handidactique. On est présent au CNCPH, on est présent dans... Mais nous avons pas mal de missions. Et entre autres, une mission qui est de travailler sur l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Qui connaît ici la charte Romain Jacob? Ah, il y a quelqu'un... Ah. On progresse, bravo. Eh bien, la charte Romain Jacob est aujourd'hui évaluée par les personnes vivant avec un handicap. Et vous allez bientôt voir sur la télévision française des spots où vous retrouverez ma copine qui va vous inviter à remplir les questionnaires de l'évaluation de la charte Romain Jacob. Cette évaluation, vous la trouverez sur une application qui s'appelle, sur votre téléphone, Handifaction. Vous pouvez la télécharger. Non seulement vous avez les résultats, non seulement vous avez la possibilité de répondre aux questions,
questionnaire, mais vous savez au jour par jour si, comment évolue, quels sont les résultats et comment ça se passe. Aujourd'hui, Noémie et moi, nous travaillons dans les hôpitaux, dans l'ensemble des lieux de soins, et il y a des progrès considérables. Je vous invite à nous retrouver et à travailler avec nous, chers amis, et à remplir les questionnaires. Lorsque vous rentrez d'un lieu de soins, vous pouvez être aidé par un accompagnant, par un éducateur, par une infirmière, qui vous aide à remplir le questionnaire pour savoir comment ça s'est passé. Je vous y invite. En tout cas, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est une belle fête de la différence chez vous. Merci. Merci à vous pour cette première intervention passionnante, notamment sur le thème de l'autonomie, de l'accompagnement vers l'autonomie. On va laisser la parole au public, donc si vous avez des questions,